C'est peut-être un choix difficile de la part des Camerounais, puis des réponses difficiles à venir de la part des sélectionneurs potentiels. Je ne sais pas, c'est vrai que pourtant une équipe comme le Cameroun, même s'il y a eu quelques déboires, mais ça reste une équipe incroyablement attractive au niveau, non seulement au niveau africain, mais au niveau mondial aussi. Je pense que dans ce métier, la seule sanction, ce sont les résultats. Et il est bien évident qu'on ne peut pas dire à un public, à des supporters ou à des responsables fédéraux ou politiques prenez votre temps, moi je vais prendre le mien, vous verrez dans 4 ou 5 ans. Non, il est évident qu'il faut très vite, on voit qu'il y a un changement, que les résultats arrivent parce que les gens sont impliqués complètement dans la recherche de ces résultats et donc il ne faut pas raconter n'importe quoi. Il faut toujours dire les choses. On peut dire par exemple qu'il y a un moment difficile à traverser, mais sur quelques mois, le temps de rebâtir, de réorganiser, de recréer une équipe, mais dans un pays comme le Cameroun, il y a quand même un énorme potentiel. Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'on n'utilise pas ce que j'ai toujours fait moi, mais pas seulement au Cameroun, dans tous les pays que j'ai dirigés, mais même que ce soit en France, en Afrique, en Europe ou en Asie, les talents locaux, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'obligation pour les gens de vivre dans le pays, donc d'aller à la rencontre de tous les matchs, parce qu'il y a des pépites partout. Alors il n'y a pas des joueurs exceptionnels, il n'y a pas des génies, il n'y a pas des Eto'o, des Omambiik, des Kanabik, des Mbou, des Tato, des Massing, qu'on peut dénicher comme ça au coin de la rue, mais il faut aller fouiner, il faut aller chercher partout, et on en trouve. On peut voir quelquefois 100, 200, 300 joueurs, sans voir un joueur qui peut envisager d'être au plus haut niveau international, mais il arrive un moment où on en trouve toujours un, et un pays comme le Cameroun recèle toujours tous ses talents. Non, je pense que le cursus idéal pour arriver dans une équipe en Afrique, c'est premièrement de connaître ce continent, de respecter ce continent, de connaître la géopolitique de ce continent, de savoir ce qui s'est passé au Cameroun à la fin des années 50, avec les Bassa, avec les Bamileke, l'installation du Cameroun indépendant. Il faut, je crois, ne pas découvrir comme ça à la dernière seconde. Il faut connaître le pays. Moi, avant d'aller au Cameroun, je connaissais déjà parfaitement bien le Cameroun et j'étais très jeune, j'avais 36 ans, mais la culture politique, géopolitique, familiale avait fait que je connaissais bien ce continent africain. Donc je pense qu'il faut savoir un petit peu à qui on a affaire tout le temps, et puis après, respecter le pays dans lequel on est. C'est pas du tout démagogique, mais on amène son authenticité, sa compétence, sa connaissance. Vous savez, être entraîneur en France, avoir le plus haut degré diplôme d'entraîneur, c'est 10 ans de diplôme en physiologie, en biologie, en anatomie, en psychopédagogie, la maîtrise complète d'une langue étrangère, au moins une. Donc les gens pensent que quelquefois on arrive au plus haut niveau comme ça. Non, mais c'est un long cursus, un long parcours pour arriver au plus haut niveau de diplôme d'entraîneur. Ça c'est un petit peu arrangé ces dernières années parce que certains avec des carrières pro comme la mienne arrivent un peu plus vite, mais à mon époque, même si moi j'avais fait une longue carrière professionnelle, on passait le diplôme comme tout le monde et il n'y avait aucun avantage. Donc on amène donc toute cette connaissance, toute cette compétence, et puis l'intelligence étant une fonction d'adaptation, après on l'adapte aux réalités du pays dans lequel on travaille. Mais c'est pas au pays de s'adapter à notre profil, c'est à nous de nous adapter aux réalités du pays, bien évidemment, autrement ça ne peut pas marcher. Parce que j'ai eu la chance de travailler avec des staffs camerounais. C'est le regretté Dr Motazé, Moïse Beng, mais mes adjoints directs, Jules Nyonga, Jean-Pierre Sadi. C'est-à-dire que tous les gens, tous les réseaux, tous les éducateurs qui avaient Oyemé, Vasco, des gens qui traînaient sur tous les terrains, qui m'indiquaient il y a un tel joueur là, il faut peut-être aller voir celui-là. Puis vous savez que moi j'ai été le premier à créer une équipe nationale locale, bien avant le CHAN, et avec cette équipe locale,
ma voiture et le bus, on partait lancer un défi à Bafoussam, à Garoua, au sud-ouest, et ça nous permettait de découvrir, en jouant contre les sélections régionales, avec la sélection nationale locale, mais on découvrait toujours des joueurs. C'est comme ça que moi j'ai découvert les Tato, les Massing, les Bouélé, qu'est-ce qu'il y avait encore, Chalita Marc, enfin partout. J'avais déjà pris avec moi Mbou, François Obambi, Canabic et consorts, mais c'est en regardant les Interpol que j'avais vu deux talents comme Zico et Mamoudou Oumarou, qui jouaient, si je me rappelle bien, au Coïd Marois. Donc il faut être curieux, il faut avoir envie de bosser. Dans ce métier, vous savez, c'est 95% de transpiration et 5% d'inspiration. Moi, alors ça n'a jamais été... moi, j'ai eu la chance de gagner correctement ma vie, mais bien loin des salaires que l'on peut entendre maintenant. Moi, il ne faut jamais rien banaliser. C'est-à-dire que moi, ça fait presque 60 ans que je suis professionnel de foot. Et tous les jours... Je trouve pas ça normal. Tous les jours, je me dis que j'ai beaucoup de chance. Beaucoup de chance. Il y en a qui trouvent ça normal, que tout leur est dû et tout. Moi non, tous les jours, je me dis, mais quelle chance incroyable d'avoir été élevé dans un milieu intellectuel très favorisé, donc ce qui m'a donné beaucoup d'armes, et puis d'être doué pour le foot et d'aller jusqu'au bout de ma passion. Donc, le problème salariaux, moi j'ai toujours correctement gagné ma vie, mais... si je vous disais mon premier contrat au Cameroun, vous n'en reviendriez pas, vous diriez, mais parce que moi ce qui m'intéressait, c'était de montrer très jeune la qualité que j'avais. Bon, ça pouvait être un échec, ça pouvait mal se passer, ça s'est formidablement bien passé, mais c'est pas du tout l'argent qui m'a guidé. Jamais dans toute ma carrière. Vous savez, il y a des pays où je suis jamais allé, où j'aurais fait fortune, mais je voulais pas y aller, ma femme n'avait pas envie d'aller y vivre, donc moi j'ai toujours privilégié des endroits où j'avais envie de vivre, où il y avait de la qualité, où il y avait une grande liberté pour les hommes et pour les femmes, et donc j'ai jamais eu de plan de carrière. Hein. Puis j'ai voulu découvrir des pays quand je suis allé en Chine, c'est parce que depuis petit j'étais fasciné par la Chine, donc j'ai voulu découvrir la Chine pendant 2 ans. Après j'ai fait 3 ans au Sultanat d'Oman, où eux, ils rêvaient depuis 40 ans de gagner la Coupe du Golfe, ce qu'ils n'avaient jamais fait. Et puis on a eu la chance de gagner cette Coupe du Golfe, donc ça a été une expérience absolument fabuleuse contre des grandes nations comme l'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats. Gagner la Coupe du Golfe, c'était beaucoup plus important de gagner que la Coupe du Monde, quoi. Donc moi, voilà, ce sont des coups de cœur qui m'ont amené. Et puis quand j'ai signé en Syrie, c'est parce que j'étais un peu fasciné par la Syrie, par sa capitale, qui était la plus vieille capitale du monde, et au bout de quelques semaines, il a commencé à avoir le début de la guerre civile en Syrie, et donc j'ai décidé du jour au lendemain de quitter ce pays, même si le président Bachar voulait me rencontrer, mais je ne voulais pas qu'il se serve de moi comme caution journalistique ou médiatique, donc j'ai refusé de le rencontrer. Je suis rentré en France grâce à l'ambassadeur de France, mais il faut aussi aller jusqu'au bout de ses idées. Il ne faut pas accepter n'importe quoi sous prétexte de carrière ou de contrat, quoi. Oui, vous savez, Hervé, je l'ai pris dans un club de 4e division, dont il venait de se faire limoger à Draguignan. Mais quelqu'un m'avait dit, un jeune entraîneur, donc je l'ai amené, je lui ai demandé de venir me rencontrer chez moi, de parler avec lui. Et à l'époque, il ne disait pas un mot, il était d'une timidité quasi maladive. Mais j'ai senti qu'il y avait quelque chose, donc je l'ai amené avec moi en Chine, je l'ai amené avec moi en Angleterre, à Cambridge, je l'ai amené avec moi au Ghana. Et puis après ces 5 ans passés avec moi, j'ai pensé qu'il était capable de voler de ses propres ailes, qu'il avait développé, il avait appris, il avait écouté, il avait gagné au niveau de la culture aussi, de la réflexion, il avait touché du doigt ce qui était important et ce qui était négligeable dans la vie, et c'est quelqu'un d'une
grande honnêteté, d'une grande droiture, d'une grande loyauté. Et donc, comme je connaissais Kalusha Boualia, j'ai dit à Kalusha qui cherchait un sélectionneur, prends mon adjoint parce que c'est quelqu'un de qualité. Il m'a dit non, moi je veux pas de préparateur physique. Je lui ai dit mais c'est pas un préparateur physique. Il faisait aussi la préparation physique avec moi, mais c'est un adjoint. Il va devenir un vrai numéro 1. Finalement, Kalusha m'a écouté et à chaque fois que je le rencontre, il me dit je te remercierai jamais assez parce que ils sont devenus champions d'Afrique avec Hervé. Puis Hervé a continué sa trajectoire et dont je m'honore parce que bon, il fait souvent référence à moi, mais maintenant on peut dire que l'élève a dépassé le maître. Oui, je ne connais pas bien, je l'ai rencontré et battu quand j'étais à Oman et qu'il était en Arabie Saoudite. Donc je ne connais pas bien et disons que il avait eu un comportement à mon égard pas très bien, donc je porte pas de jugement, sûrement qu'il est compétent, mais je n'ai pas gardé un très bon souvenir de notre confrontation. Donc, et moi j'ai rarement eu de moindre problème avec les entraîneurs que j'ai rencontrés. Je pense que j'ai toujours gardé. Vous savez, je crois être le seul entraîneur à avoir entraîné depuis plus de 40 ans, à ne jamais avoir été expulsé du terrain, jamais. Et pourtant, quelquefois, ça a été limite, mais j'ai toujours su jusqu'où ne pas aller trop loin avec les arbitres. Donc, faire preuve de la diplomatie de la dernière seconde qui permet de sauver sa place sur le banc. Oui, bon, José, c'est du très haut niveau. Mais du très haut niveau, il a eu aussi des échecs, hein, il n'a pas eu que des succès. Est-ce que José Mourinho peut s'adapter aux réalités du football africain? Moi, j'ai eu des contacts avec lui. On a eu un petit contentieux à une époque quand j'ai entraîné le Ghana parce qu'il avait Michael Essien comme joueur majeur de son équipe et il avait voulu faire un peu de l'intox pour pas que je le libère trop vite avant une Coupe d'Afrique des Nations et je lui avais dit que le règlement je l'appliquais à la lettre, que s'il ne voulait pas me le libérer, je lui interdirais de jouer avec Chelsea. Donc il s'était couché, il avait pu insister et tout, mais avec José, il faut montrer aussi qu'on a un petit peu de caractère, quoi. Moi, j'ai pour habitude de dire il ne faut jamais dire jamais. Est-ce que c'est possible? Oui, sûrement, c'est possible. Est-ce que c'est souhaitable? Je ne sais pas, ça dépend des responsables fédéraux, politiques, ça dépend de l'opinion publique. Est-ce que les gens ont envie de me revoir encore une fois? Est-ce qu'ils ne disent pas que la page est tournée, qu'il faut aller vers... Moi, en tout cas, si jamais... J'ai des propositions en ce moment parce que j'ai tout arrêté il y a 2 ans avec ma femme est tombée gravement malade. Donc du jour au lendemain, j'ai tout arrêté au Togo il y a 2 ans et demi, presque 3 ans même maintenant. Là, ça va beaucoup mieux. Son traitement, sa chimio, ça a été une dure traversée de douleur pour elle. Maintenant, ça va mieux, donc j'ai décidé que je ne voulais pas arrêter parce que Eva était malade. Je voulais arrêter parce que j'avais décidé d'arrêter. Donc de toute façon, je vais reprendre pour quelques mois, pour 1 an, pour former quelqu'un, pour restructurer quelque chose, pour remettre les choses en place dans un pays quel qu'il soit, et après j'arrêterai, après j'aurai décidé d'arrêter. Voilà donc, voilà dans les dispositions dans lesquelles je me trouve en ce moment. C'est vrai j'ai cette chance qu'il y a beaucoup de pays où j'ai travaillé qui tout le temps me proposent de retourner. Ça veut dire, c'est peut-être la plus grande fierté que j'ai, c'est-à-dire que partout où j'ai travaillé, les gens ont envie de me voir revenir travailler. Donc je suis assez fier de ça, je pense, parce que j'ai jamais raconté d'histoire à personne. J'ai toujours pris des décisions que je pensais être bonnes, pas pour moi, mais pour le pays. C'est la seule chose qui m'intéresse quand je prends une décision, c'est est-ce que c'est bien pour les Lions ou pas. C'est pas est-ce que c'est bien pour moi, je m'en fous. Nous, on n'est pas important. Ce qui est important, ce sont les joueurs, le staff. On parle toujours de l'entraîneur numéro 1 et tout, mais sans un staff, il n'est rien du tout.
Et puis il faut que les joueurs sachent qu'il parle un langage de vérité, qu'il n'est pas là pour faire des cadeaux aux joueurs. Si on fait des cadeaux aux joueurs, c'est pas aux joueurs qu'on fait des cadeaux, c'est à l'entraîneur adverse. Donc il faut toujours expliquer aux joueurs pourquoi on les retient pas, et toujours de la plus grande clarté avec eux. Mais bon, moi j'ai eu la chance aussi au Cameroun d'avoir... Quand j'y étais, j'ai toujours dit, deux gardiens exceptionnels, Thomas Nkono et Joe Bell. Vous vous rendez compte, quand vous avez la chance de pouvoir choisir entre l'un ou l'autre, c'est un privilège, c'est un luxe incroyable. C'était deux des meilleurs gardiens au monde à l'époque. Les gens ne s'en rendaient peut-être pas compte, mais c'était deux gardiens dans les 5 meilleurs gardiens du monde. Donc, quand on est entraîneur d'une équipe avec des gardiens du trésor comme ces deux-là, on est beaucoup plus riche. Alors, personne, peut-être parce qu'on sait que je suis breton, têtu. Moi, je pense pas du tout avoir mauvais caractère, je pense avoir du caractère. Je suis quelqu'un d'assez facile à vivre, mais par contre, on passe pas autant d'années à faire des études et au niveau scolaire, lycéen, universitaire, et au niveau football professionnel comme entraîneur, pour permettre à des gens qui n'ont aucune compétence en la matière de pouvoir prendre des décisions à votre place. Donc, moi j'ai toujours dit, si j'ai les résultats, je les assume moi, avec mon staff. Moi j'ai toujours assumé, parce que j'ai pas tout gagné, même si j'ai gagné quand même. On faisait, il y a une télévision qui veut faire une espèce de film sur moi, et on reprenait donc depuis le départ tous les titres que j'avais gagnés. Et puis finalement je m'étais pas rendu compte que j'en avais gagné autant, quoi. Mais personne m'en a essayé de... Vous savez, c'est comme les marmiteurs, les féticheurs, qui avaient, quand je suis arrivé au Cameroun, ils faisaient partie des délégations. Hein. Ils étaient dans les délégations. Moi, j'ai écarté tout le monde. On m'a dit, oui, mais vous allez avoir des problèmes. J'ai dit, c'est pas grave. Je suis breton, je viens du pays de Merlin l'Enchanteur. C'est le premier féticheur de l'humanité, donc ça ne va pas m'impressionner. Par contre, si les joueurs, quand ils venaient au Cameroun, voulaient aller voir leurs féticheurs, leurs marabouts et tout, ils avaient la liberté la plus totale, parce que c'est ça aussi comprendre un pays. C'est que moi, ils ne devaient pas venir s'immiscer dans mon domaine de décision, qui est une équipe, le foot et tout, mais par contre, comme le psychanalyste en Europe, ou le marabout, le féticheur, ça peut être quelqu'un de très important psychologiquement pour un joueur. Il peut avoir besoin de ça, donc, mais que ça n'entre pas dans le cadre de l'emploi du temps du travail. Donc moi, j'ai toujours respecté ça. Parce que je crois que c'est comme ça qu'ils font fonctionner, c'est respecter complètement les réalités du pays dans lequel on travaille, tout en étant d'une fermeté totale sur son mode de travail. Voilà, ça a toujours été ma philosophie, et les joueurs ont toujours su que s'il y a entraînement à 6h30 le matin, c'est pas à 6h31, ils savent très bien que moi j'ai jamais été en retard d'une seconde, jamais, et que très vite, contrairement à tout ce que j'avais entendu avant en disant oh, les joueurs africains, ils sont pas à l'heure. Moi je pense qu'il n'y a pas de joueurs plus disciplinés quand on leur explique pourquoi il faut être discipliné que les joueurs africains. Moi, je n'ai eu qu'à me louer de leur service, de leur travail, de leur adhésion à ce que leur faisait, mais il ne faut pas leur proposer n'importe quoi. Il faut bien qu'ils comprennent ce qu'on veut faire, les choix tactiques, les séances d'entraînement, il faut qu'elles soient bien organisées. C'est comme une fête, si vous faites une fête, si les disques sont rayés, si la musique est mauvaise, si les gâteaux sont de très mauvaise qualité, la fête, elle sera complètement anéantie par tous ces détails qui abîment une fête. Une équipe de football, c'est pareil, tout doit être bien organisé. À partir du moment où c'est bien organisé, tout le monde adhère. Bien sûr, Samuel, il a participé à sa première Coupe du Monde en 98 avec moi, il avait 17 ans. J'avais ouvert les portes de la sélection à tout le monde un mois avant, puisque je dirigeais le Paris Saint-Germain à l'époque. On venait de gagner la Coupe de France et la Coupe de la Ligue, et je suis parti aussitôt après la finale de la Coupe de France au Cameroun le lendemain, et j'ai fait passer des tests à tous ceux qui voulaient. Donc il y a plein de joueurs qui sont venus, il y en a bien plein que je n'ai pas retenus.
Et Samuel faisait partie des joueurs qui étaient venus faire les tests. Et puis à chaque fois, il y en avait 80, mais je disais, il est très jeune, mais il a tellement de talent, puis je le gardais. Puis 40, j'hésitais jusqu'à la dernière seconde, puis je le gardais. Puis à l'époque, c'était 22. Et quand j'ai fait ma liste des 22, que tout le monde attendait depuis des jours et des jours, je l'ai intégré dans cette liste des 22 pour la Coupe du Monde, en lui disant... tu vas sûrement pas jouer du tout dans cette Coupe du Monde. Vous savez, les Coupes du Monde et les Coupes d'Afrique, ça se joue sur 17 ou 18 joueurs, et puis les autres sont des remplaçants très importants, parce qu'ils jouent un rôle très important, mais il faut qu'ils soient à la disposition complètement du reste du groupe, quoi. Et puis finalement, il a quand même joué dans la Coupe du Monde contre l'Italie, et je pense qu'il a gagné beaucoup de temps à faire une Coupe du Monde si jeune, à apprendre. Comme il est intelligent, il a très vite perçu ce qu'il y avait lui aussi d'important et de négligeable, mais il a démarré avec moi en 98. Bah, moi, c'est difficile quand on n'est pas au Cameroun, mais je pense qu'il a voulu mettre en place beaucoup de choses. Il a voulu structurer. Peut-être que, d'après ce que j'entends, vous savez, quand on prend des décisions, ben on se fait toujours des ennemis. On ne peut pas plaire à tout le monde dans la vie. C'est jamais facile de prendre des décisions. Le propre d'un sélectionneur, c'est de sélectionner. Ça veut dire, ben, on se prive de certains visages, de certains sourires, de certaines compétences, de certains talents, mais on a un choix à faire, et là, dans ces cas-là, on ne peut pas être dans l'affectif, mais dans l'effectif. Quand on est dirigeant, on dirige. Quand on est entraîneur, on entraîne. Quand on est joueur, on joue. Quand on est arbitre, on arbitre. Et quand on est un leader politique, on dirige politiquement et tout. Il ne faut pas qu'il y ait de confusion dans les rôles. Voilà. C'est la chose la plus importante.